Je range mon bureau numéro 26. Ce matin, j'étais à l'université. J'étais à l'université toute la journée en fait. Mais ce matin, avant mon premier cours, j'ai enregistré, je rends des livres numéro 20. Avant-hier, j'ai enregistré le projet Pinger numéro 4. Et il faudrait quand même que demain, je me remette aux traductions sans filet. Normalement, j'avais pas prévu de faire une vidéo. Je range mon bureau, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents sont passés en coup de vent entre ici et chez ma sœur. Et du coup, ils m'ont remonté un certain nombre de livres qu'on avait laissé dans les Landes cet été. Alors il y a deux types de livres. Il y a surtout des livres qu'on a lus, soit mon épouse, soit moi, cet été, et qu'on n'avait pas la place de remonter parce qu'on avait plein de choses, et donc il n'y avait pas d'urgence. Donc mes parents devaient nous les monter, voilà, c'est fait. Et puis il y a quelques livres aussi que j'ai sauvés, un peu de choses qui restaient, qui étaient à moi, qui traînaient encore chez mes parents, et dont éventuellement on va parler. Il y a surtout des livres aussi que j'avais prêtés à ma mère. Donc ça va être une vidéo très rapide, enfin très rapide par rapport au nombre de livres, parce qu'il y a 11 livres, mais on va en traiter très rapidement, parce que pour la plupart d'entre eux, je ne viens pas de les lire, loin de là, donc c'est plus une reprise. Alors il y en a quelques-uns quand même que j'ai lus cet été, que j'ai lu, ouais, je sais plus quand. Celui-là, Une histoire parallèle du cinéma, c'est un atelier collectif, c'est un volume publié par François Bon aux éditions Tiers-Livre, Atelier d'écriture, c'est des souvenirs de films et de salles comme autobiographie. Et donc il y a dedans pas moins de 69 contributions. Voilà, donc c'est un recueil collectif. Donc voilà, donc à chaque fois il y a 3 souvenirs liés à chaque fois à des lieux, à des dates. Donc si on regarde le fragment 29, Toulon 1954, hein, publié 1950, moi j'aime beaucoup ce texte-là aussi, et Toulon 1955. Et si on veut savoir qui est l'auteur du texte 29, on se reporte à la fin, et c'est Brigitte Sellerier. Donc voilà, qui fait partie des... Moi je trouve que ça fait partie vraiment des textes qui sont vraiment très solides dans ce recueil-là. Une histoire parallèle du cinéma, donc c'est à chaque fois des fragments d'autobiographie, des sortes d'archipels d'autobiographie, autour de la question des premières rencontres au cinéma, ou des premières fois au cinéma, ou des rapports avec des films. Alors, il y a des personnes qui ont triché, voilà, ça se passe pas au cinéma, c'est les premiers souvenirs de films, même à la télé ou dans le salon familial, etc. Et même, c'est le propre de la littérature, c'est que même quand on triche, ça peut être très bien. Voilà, ça c'est un premier livre qui est dans cette pile. Un autre livre, c'est un essai que j'avais commandé qui m'a vraiment déçu, et j'ai arrêté de le lire parce que ça m'a agacé en fait, pour te dire. C'est Ted Nordhaus et Maiken Schellenberger, Breakthrough. Et c'est un livre de 2007 en fait qui s'appelle le sous-titre c'est Why We Can't Leave Saving the Planet to Environmentalists. Et en fait c'est très anti-écolo, en fait ça se prétend haute, ça veut dire que c'est un discours qui se veut enfin scientifique contre l'écologisme à tout craint, et qui finit en fait très souvent entre les lignes sur les premiers chapitres, c'est vraiment pénible, par défendre en fait l'anti-écologisme au sens strict. Donc à force d'être un peu dans une sorte de second degré, de déconstruction des mythes fondateurs de la science écologique et du mouvement politique écologiste, à force de faire ce travail de déconstruction qui est très intéressant, parce que voilà, ils reviennent sur un certain nombre de constructions imagées, mythopoétiques, etc. C'est en soi très intéressant. Ça finit quand même par déboucher sur un discours qui est que, grosso modo, le catastrophisme écologiste est une erreur, en fait, est une erreur historique. Voilà, moi je trouve qu'à l'époque, quand même, du négationnisme climatique, notamment, ou de la sixième extinction, cette thèse a quand même un goût saumâtre, et c'est une thèse qui ne passe pas, donc ça a fini par m'agacer. Alors évidemment, ça a été beaucoup salué, c'est un peu aussi le problème, ça a été beaucoup salué justement par les climate deniers, quoi, les personnes de la société civile ou industrielle, bien sûr, ou politique, qui nient l'impact majeur du changement climatique sur la planète et sur les sociétés humaines et animales. Bon, voilà, je trouve ça... voilà, je voulais le lire pour pas me contenter de lecture de second plan, donc j'en ai lu plusieurs chapitres, et j'ai fini par l'abandonner à peu près à mi-chemin. Voilà, ça m'a plutôt agacé. Donc ça, c'est un livre. Le département de la Lozère de Renaud Camus, que j'avais lu il y a fort longtemps, que j'avais repris sur mes étagères avant de partir en vacances cet été, parce qu'on est allé passer une semaine
en Lozère, et en Lozère-Ardèche, à la frontière de la Lozère et de l'Ardèche. C'était début août, c'était très très chouette. On a passé une semaine vraiment très très belle hein, là-bas. Et donc, histoire de, voilà, de me replonger un petit peu dans le travail très personnel d'exploration topographique qu'avait fait Renaud Camus en 1996, j'avais repris ce livre-là. Oui, ça m'arrive de lire du Renaud Camus. Il n'y a pas d'interdiction, de censure de ça. Ça ne m'empêche pas d'être totalement en désaccord avec son espèce de virage politique de 2002 et surtout avec son espèce de virage complètement fantasmatique et anti-immigrationniste de ces dernières années. Mais c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu, que je ne lis plus actuellement, que je relirai peut-être un jour, qui a écrit des textes formidables, des textes en fait extrêmement avant-gardistes et des textes qui politiquement sont à l'extrême opposé de ce qu'il est devenu. C'est extrêmement regrettable, mais moi je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Et le département de la Lozère, c'est un texte, ça fait partie de ces textes assez forts quand même, moi je trouve, dans leur appropriation de la question du territoire et de la subjectivité du territoire. D'un certain point de vue, les livres de topographie de Renaud Camus, je les mets sur un plan équivalent, même si la méthodologie n'est pas la même, au très beau livre de Jean-Christophe Bailly sur le dépaysement, qui est vraiment un livre magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça c'est une vieillerie, c'est une antiquité. Le Train bleu d'Émile Ripert, c'est un livre que j'avais acheté chez un bouquiniste quand j'avais, je sais pas, 9 ou 10 ans, un truc comme ça. Donc j'ai retrouvé ça chez mes parents, parmi les trucs dont mes parents me disaient, mais quand même, quand est-ce que tu récupères tes bouquins? Donc il y a quelques trucs qui sont partis au recyclage, ou je sais pas quoi, à la bibliothèque municipale. Bon. Et celui-là, j'ai pas eu le cœur, parce que c'était quand même hallucinant ce livre. C'est un poète évidemment totalement inconnu, méconnu. J'avais dû acheter ça 2 francs, je pense, à l'époque, ou 1 franc, chez un bouquiniste. Et c'était publié chez Flammarion quand même. Ce Émile Ripert, quand on cherche sur internet, on trouve pas grand chose, franchement. Et donc voilà, c'est des poèmes topographiques eux aussi d'ailleurs. Hein, tiens. C'est extrêmement académique, c'est drôle. Tiens, Mimosa du Boulou. Le canigou dressé, ses hautes roches blanches, le tèche roulait tous les reflets du soir vermeil. Les platanes tendant les doigts secs de leurs branches cueillaient frileusement les rayons du soleil. Et nous, éblouissant d'un éclat sans pareil, les mimosas... Ah non, pardon. Et, nous éblouissant d'un éclat sans pareil, les mimosas laissaient leurs jaunes avalanches, chantaient l'hiver mourant et le prochain éveil du printemps qui venait porteur de beaux dimanches. 1 an après, c'était à Narbonne un beau soir, Mimosa du Boulou, j'ai pensé vous revoir, avec votre or, avec votre parfum sauvage. J'ai pensé vous revoir quand cet enfant posa près de moi sur un banc qu'éclairait son visage, ses cheveux blonds, dorés ainsi qu'un mimosa. Bon, c'est assez cucu, la praline. C'est du, je sais pas, c'est du sous le comte de Lille, je sais pas comment dire. Bon, je trouve ça, voilà, j'ai dit c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, puis c'est associé à un souvenir un peu bizarre qui était que à 10 ans, voilà, c'était de la poésie, j'aimais beaucoup la versification, tout ça, donc j'avais trouvé ça pour 2 francs, donc je m'étais payé ça. Et je ne l'ai pas beaucoup lu quand même, hein, c'est pas un recueil que j'ai énormément lu, parce que ça m'est vite tombé des mains aussi. Faut pas exagérer quand même. Ça, c'est un roman que j'ai prêté à ma mère et que j'ai pas lu encore, Serious Blooms at Night de Shani Mutu. Comme la couverture l'indique, je l'ai acheté d'occasion, il n'y a pas très longtemps, au Mans, lors d'un trajet professionnel au Mans. Et Shani Mutu, que je dise pas de bêtises, c'est voilà, une écrivaine trinidadienne, hein, voilà, comme Naipaul, comme VS Naipaul. Et donc voilà, donc pas comme le voilà, Mutatis Mutandis à 40 ans d'écart, le Train bleu, voilà, c'était pas cher. Donc Serious Blooms at Night, moi quand je vois les écrivains dits post-coloniaux ou des anciennes colonies dont j'ai jamais entendu parler en anglais, eh bien par curiosité j'achète. Et celui-là, j'ai pas eu le temps encore de le lire. Donc je sais pas vraiment si... Ouais, je range mon bureau, oui, il va aller sur la pile de livres à lire en fait celui-là. Je vais pas le ranger tout de suite. Romain Gary, Les oiseaux vont mourir au Pérou. Ça c'est mon épouse qui l'a lu. Donc voilà, je vais pas en parler puisque je l'ai pas lu. Antoine Decaune et Albert Algou, Pas mal pour un lundi. Alors ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un vieux rogaton oublié chez mes parents. C'est un truc qu'on a trouvé dans une boîte à livres cet été que je dise pas de bêtises, en Corrèze, ouais c'est ça. 2 livres de François Bon que j'ai prêté à ma mère et qu'elle a lu, Paysage fer et Un fait divers. Donc voilà, j'en parle pas plus que ça. C'est des livres lus il y a un certain temps que j'ai prêtés parce que voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces vidéos? Je range mes livres, ben, je range des livres que j'ai lus
Puis je range parfois des livres que j'ai prêtés aussi, et c'est le cas de cela. Et quand je prête des livres, c'est qu'ils comptent pour moi, ou c'est qu'ils sont assez importants pour moi. Tiens là, ma mère, avant de repartir, a demandé si on pouvait lui prêter du Bergogneau, puis moi j'étais pas là parce que j'étais au travail, et puis voilà, bon, donc j'ai pas pu lui en sortir, mais la prochaine fois on lui prêtera du Bergogneau, ça fera un compagnonnage, François Bon, Pierre Bergogneau. Donc on va les ranger, ces livres de François Bon. Lu par mon épouse cet été, moi j'ai lu ça il y a déjà quelques temps, lors de sa sortie, c'était quand, c'est sorti quand ça, j'aurais dit 2014 bingo. Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila chez Métellier. Ça, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Je vais en lire une page, tiens, parce que c'était à l'époque où je faisais pas de vidéo, donc j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Il hoquetait et poursuivait. J'écris donc, je jouis, mais hélas, mes orgies ne sont jamais éternelles. Je suis appelé toujours par la conscience, elle me dérange, elle me dit « retourne sur ton texte ». C'est, je crois, l'étape la plus difficile dans la chronologie d'un texte que d'y retourner, et cette fois-ci, non pas avec l'ivresse d'une bière à base de maïs ou même les attitudes propres à une nuit de transgression, mais avec l'honnêteté et la probité d'un honnête père de famille. C'est à ce moment qu'on se rend compte que le texte est sans oignon, que la soupe est de trop, que les carottes ne sont pas cuites, que les épices manquent considérablement à l'avènement d'une bonne cuisine. On se rend compte qu'un grand extrait triche, que telle phrase a mal aux yeux, que les propositions subordonnées pillent la sérénité du rythme, que les personnages abîment leur destin et frôlent la dépression, que le titre manque de charme ou dans le pire des cas que l'histoire, disons l'intrigue, disons l'ossature du texte, ne tient pas la route, et que le texte est soit à refaire, soit à donner à manger aux chiens, aux charognards de la Deuxième République qui, après avoir petit déjeuner, déjeuner, souper, siesté, dîner, barbecué, attendent, langue pantelante, la manne qui tomberait de ce ciel qu'ils ont honni, partition de la démence. C'est Fiston Mwanza Mujila, Tram 83, page 151. Et en le lisant, je n'avais pas préparé la lecture, je me dis, on dit barbecué ou barbecué? Je ne sais pas. C'est un néologisme. En anglais, ça existe, le verbe to barbecue something. En français, à mon avis, à part dans Tram 83, je ne suis pas trop sûr. Hein. Barbecué, barbecué. Je me suis posé la question dans la vidéo Projet Pinger 4. Ouais, il n'y a pas grand monde qui regarde les vidéos Projet Pinger. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai fait surtout pour moi de toute façon. Dans la vidéo Projet Pinger 4, je lis un extrait de Entre Fantoine et Agapa et je me demande est-ce qu'il faut dire noyou ou est-ce qu'il faut dire noyou ou noyou? Je sais pas, bah, les néologismes, quand on ne sait pas les prononcer, c'est un texte écrit, on ne sait pas, c'est l'écrit avec un Q, comme dit Jacques Roubaud. On le perçoit que de manière écrite, donc c'est à nous de l'oraliser. Comment on oralise N-O-Y-O-U comme noyou ou noyou? On ne sait pas, peut-être autrement. Barbecué ou barbecué, je ne sais pas. Tram 83, Fiston Mwanza Mujila. Et le dernier sur la pile, tiens, on est encore dans l'Afrique ou pas loin. Parce que Fiston Mwanza Mujila, il est congolais. Et Ali Zamir, lui, il est comorien. Donc je ne sais pas très bien si les géographes considèrent que les Comores font partie de l'Afrique ou pas. On sait que les terroirs de la Lémurie, comme dirait Zouar Rabalosson, avec cette belle revue Lettres de Lémurie dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Je ne sais pas si la Lémurie est entièrement identifiable, assignable, appropriable à l'Afrique. Enfin, généralement, on le dit par communauté. Par commodité. Oula. Mon étincelle d'Ali Zamir, c'est le deuxième roman d'Ali Zamir. Il est sorti en 2017 et on annonce un nouvel Ali Zamir pour janvier 2019 et je piaffe. Mon étincelle d'Ali Zamir, c'est un livre magnifique. Je lis la 4e de couverture. Étincelle est une jeune fille qui se retrouve à bord d'un avion qui relie 2 îles de son pays, les Comores. Prise dans les turbulences du vol et tenaillée entre 2 liaisons amoureuses, elle va se remémorer certaines des histoires que lui contait sa mère, à commencer par celle, somptueuse et tragique, qui devait un jour lui donner naissance. Récemment, quand j'ai parlé de Victor Catemo, qui est un écrivain vraiment hors radar, alors qu'Ali Zamir, lui, il a un peu de presse, un peu de suivi, enfin on en parle quand c'est publié au Tripode, je ne l'ai pas dit, hein, édition du Tripode. Précipitez-vous vraiment sur les livres, il y a Anguille sous roche, il y a Mon étincelle, et moi je préfère encore Mon étincelle, je crois. Ali Zamir, c'est un écrivain, je trouve, il est passionnant parce qu'en fait, il prend énormément de risques.
D'abord, il n'est pas du tout sur une forme conformiste, il n'essaie pas de suivre des espèces de codes d'écriture ou de creative writing, il invente la forme qui correspond à l'histoire qu'il veut raconter, et ça déjà c'est très très audacieux, parce que ça veut dire que ça demande un énorme effort du lecteur. Maintenant, un lecteur qui lit par exemple un livre d'Alain Mabankou, il a juste à suivre comme ça, parce qu'il a déjà lu 25 fois ce texte-là, et donc il n'y a aucun effort à faire, il n'y a aucun effort à faire. Pour entrer dans un livre d'Ali Zamir, il faut faire un effort, c'est-à-dire il faut rentrer dans le type de configuration narrative dont Ali Zamir a eu besoin pour raconter son histoire, pour qu'elle soit pas la même histoire que celle de tout le monde. Et donc ça demande un vrai effort. Comme tous les écrivains qui demandent un effort au lecteur, ils se vendent pas énormément ou ils se lient pas énormément parce que les gens ils ont envie qu'on leur voilà, ils ont besoin de malbouffe, donc ils ont besoin de Mabankou, ils ont voilà Mabankou, c'est un peu la malbouffe de la littérature africaine. Donc Ali Zamir, lui, c'est pas de la malbouffe, c'est vraiment du solide. Et il prend énormément de risques aussi dans la langue, à savoir qu'il va chercher des tournures extrêmement complexes, il va chercher du vocabulaire qui semble sorti d'on ne sait où, souvent au prix d'une certaine maladresse. D'ailleurs, il y a des fois où moi, quand je lis, c'est un texte qui me fait violence, parce que je me dis, ah ben non, ça c'est bizarre, on peut pas dire ça comme ça, ou il y a tel mot, c'est quand même curieux d'employer tel mot, ce mot-là, c'est trop précieux, mais moi, en fait, finalement, j'aime bien être malmené, à savoir que c'est un texte qui reste, qui demeure, parce qu'on a été obligé d'être perturbé. Voilà, c'est un texte qui nous perturbe, c'est une œuvre d'art c'est une œuvre qui nous perturbe, c'est une œuvre qui nous invite à aller au-delà des codes que l'on a intégrés, c'est-à-dire à ne pas penser à l'intérieur de codes déjà préétablis. Et moi, j'aime énormément ça. On va en lire un extrait. Alors les personnages ont tous des noms, qui sont des noms communs en fait. Douceur, étincelle. J'ai oublié déjà, j'ai lu ça au printemps, parce que voilà, je l'ai lu au printemps et je l'ai prêté. Vitamine, vous voyez, enfin. Page 135. Au marché, il y avait comme d'habitude une ambiance saisissante. L'atmosphère d'une exaltante allégresse s'emparait de tous ceux qui s'y aventuraient. Douceur et sa tante s'étaient trouvées mêlées à une kyrielle de gens qui ne cessaient de fourmiller en affluant vers les entrailles du marché. À un moment donné, face au bric-à-brac qui se trouvait tout autour, Douceur se sentit perdue dans un autre monde. On entendait un ourvari assourdissant et confus à tous les échos. Il y avait également des sons tonitruants de musique qui venaient de partout. Douceur entendait un vendeur carillonner des propos qu'il ne cessait de reprendre, mais elle ne le voyait pas. Elle avait essayé de bien tendre l'oreille à ce que matraquait ce vendeur, mais elle n'arrivait pas à saisir l'obol d'un mot à cause du son des différentes musiques. Ces sons s'enchevêtraient de manière à donner l'impression qu'on se trouvait dans un concert de fous. Enfin, Douceur s'était trouvée à côté de ce vendeur qui criait à tue-tête. C'était un jeune qui tenait dans ses mains des robes longues, des robes courtes, des robes étroites, des robes collantes, remontantes, décolletées, robes de soirée, robes de mariée et tout le bazar. Il avait également des collants, des slips et soutiens-gorge. Il ressassait ces mots. « Allez, revenez mes chères dames, ici c'est magasin gratuit. Vous voulez regarder quelque chose, c'est gratuit. Vous voulez en toucher, c'est gratuit. Vous voulez en essayer? Oh, c'est toujours gratuit. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez encore, mesdames? Tout est presque gratuit, vous voulez en apporter chez vous? Ça, par contre, mesdames, c'est la seule chose qui est payante. Mais écoutez, dites-moi franchement, il y a combien de gratuit? Je répète pour celles qui n'ont pas entendu. Vous voulez regarder quelque chose? C'est gratuit. Vous voulez en toucher? C'est gratuit. Vous voulez en essayer? Oh, c'est toujours gratuit, mesdames. Ah, mais mes chères dames, qu'est-ce que vous voulez encore avoir avec magasin gratuit? Tout est gratuit, sauf une chose. Apportez une belle robe, un slip, un soutien-gorge de classe chez vous. Ça, par contre, mesdames, vous payez un tout petit peu, ce n'est rien. 3 gratuits contre un payant pour vous, mes chères dames. Soyez reconnaissantes quand même. C'est un tantinet ce que vous allez donner. Allez, revenez ici, c'est magasin gratuit, mes chères dames. Celui-là faisait rire beaucoup de gens, parce qu'il ne se gênait nullement en faisant sa publicité. Il avait bien évidemment du coffre. Ainsi, il reprenait les mêmes propos en agitant les slips, soutien-gorge et robes qu'il avait dans les mains. Les femmes ne cessaient de se ruer vers lui en riant. Donc il y a ce contraste entre l'écriture extrêmement élaborée du passage narratif et puis le côté directement de verve du vendeur, du bagou, du vendeur ambulant, du marchand ambulant, et voilà, qui est très très contrasté et bon, qui permet en fait de mettre en place des niveaux discursifs différents. Et c'est comme ça un peu dans tout le roman, donc c'est extrêmement déstabilisant. Voilà, alors moi j'aime bien être déstabilisé. Je ne veux pas non plus effrayer, hein, ça se lit très bien aussi, hein, c'est pas Finnegan's Wake de Joyce. Voilà, Mon étincelle d'Ali Zamir. On reparlera d'Ali Zamir dans quelques mois, parce qu'il y en a
un troisième qui va paraître. Voilà, c'était le Je range mon bureau numéro 26 qu'on a consacré à cette grosse pile Arrivée des Landes, pile hétéroclite. Et la prochaine fois, on parlera, j'annonce même le numéro suivant, la prochaine fois on parlera des éditions du Réalgar, dont on a déjà parlé. À bientôt.